On reçoit Nuclear Device à l'occasion de la sortie du livre 45 révolutions par minute. Alors, évidemment, les animateurs habituels de Panopticon ce soir autour de la table. Ils sont en train de fumer. Voilà, Gabi, Monsieur Faut pas le Sai, dire. Perfide Cretu, Arthur à la technique évidemment. Et puis, pour les invités Nuclear Device, on a, je crois, normalement, si Guillaume a résolu l'affaire, Patrick au téléphone qui nous appelle de Toulouse. Ouais, ça marche, on t'entend. Salut Patrick. Salut à vous. Bon, tu nous captes bien, tu nous entends bien? Je vous entends super bien en fait. Ok. Alors il y a Chris aussi qui est là, assis en face de moi. Salut Chris. Il y a Schéma à côté. Salut Patrick. Salut les gars. Et puis il y a Pascal aussi. Ouais, salut, moi j'entends pas Patrick parce que j'ai pas de casque. Ah ben voilà, on aura peut-être du retour. Donc eh ben on est tous ensemble, bien remis de la soirée de samedi soir au Barouf, puisqu'on est au Mans, on en profite. Bah ouais, étonnamment. Moi je me surprends moi-même, j'avais l'impression, je pensais que le samedi j'allais être mort et en fin de compte ça s'est bien passé. Donc, Tu veux dire, tu nickel. pensais que t'allais être mort le dimanche ou le... Non, le samedi dans la nuit déjà. Le dimanche ça s'est poursuivi, on a poursuivi la fête, donc, mais le lundi matin c'était... D'accord, c'était je vois. nickel. Et vous D'ailleurs avez... en parlant de la fête, je voulais d'abord remercier tous les gens qui étaient venus, ça nous a fait vraiment plaisir de voir autant de monde au Barouf. Et on a vraiment, enfin, nous, passé une super soirée et j'espère que ça a été le cas de tous les gens qui étaient là. En tout cas, on était vraiment super contents de se retrouver tous. Eh ben, Voilà. écoute, nous, ça nous a fait plaisir. Ça nous a rappelé quelques bonnes années, peut-être du coin du local. C'était une bonne fête, un bon esprit. On a entendu de la musique qui nous a bien fait plaisir. On était en transe. En transe. Au-delà de ça, il y a eu plein de grands classiques. Enfin, c'était pas que la bande-son des années 80, parce que Non. ça débordait largement avant, après. C'était, moi, une super soirée, hein, personnellement. Ouais, Ça a beaucoup dansé, c'était très bien. Ouais, ça faisait du vraiment bien. réussi. Et puis il y avait du gratin, hein. Il y avait Je sais pas. du gratin Il y avait des nucléaires devices déjà. Ouais, c'est net. Tu Au parles d'un complet, gratin au complet, complet. on avait la chance d'être tous ensemble. Au Donc c'est complet, pas, Ça c'est pas faisait souvent un qu'on a paquet la de temps chance. et qu'on n'avait pas été tous ensemble. Oui, parce qu'il y avait donc Charlu Ouais. qui n'est pas là. Donc Charlu, on peut rappeler qu'il était à la basse. Et Jean-Marc Au saxo. au sax. Saxo, ouais. Ouais. Tout à fait. Au grand complet, donc. Donc, on vous a invité à la sortie de ce bouquin. 45 révolutions par minute, donc un gros bouquin, plein de références musicales. Ah, vraiment, ça c'est un bonheur de le lire. Alors, c'est genre le bouquin aujourd'hui, il faut le lire avec une connexion internet si possible, pas trop loin. Ça permet d'écouter les morceaux au fur et à mesure parce que quand même c'est truffé de références musicales qu'on a plaisir à découvrir ou parfois à redécouvrir. Alors, comment vous est venue cette histoire de bouquins, les nucléaires? Qu'est-ce que c'est que cette histoire des bouquins? 25 ans après en plus? Au départ, c'est Crash Records, qui est un peu le descendant de Bondage, qui nous a proposé de ressortir une compile des morceaux qu'on avait fait. Et puis, nous, ce qui nous intéressait, c'était surtout de faire un beau livret, parce qu'une compile, il y en avait déjà eu une. Et puis, le livret, il est devenu la part la plus importante du projet. Et au fur et à mesure, c'est un projet à long terme, hein, on a bossé quand même C'est plus combien de de 5 temps ans sur ce projet. Ah ouais. Donc en réunissant des photos, voilà quoi, en croisant pas mal de documentation. Donc plus ça allait, plus le projet était gros. Je sais pas combien de révisions il y a eu au niveau du nombre de pages, mais Ah, vous avez, il y en a eu de nombreuses. vous quoi. avez coté quoi. Ouais. Mais il faut Non, savoir que, plutôt- contrairement à l'époque du groupe où effectivement on faisait que ça, maintenant on a chacun des projets perso divers et variés, et que effectivement le bouquin c'était un petit peu secondaire par rapport à nos projets à chacun, Au donc ce qui fait que quotidien. ça a mis pas mal de temps à coucher. On est parti dans un premier temps avec un premier auteur sur lequel on n'était pas vraiment satisfait des textes, donc on a recherché un nouvel auteur. Et Un puis, journaliste voilà. au début, c'est ça? Ouais, c'était un journaliste qui était un journaliste, on peut le citer, hein, René Guillaumard, qui était quelqu'un qui s'occupait de tous les trucs musicaux à l'époque, dans les années 80. Oui, Mais qui carrément. effectivement avait une vision locale du groupe, et il faut savoir que l'activité Nuclear Device, c'était 10% du temps on était sur Le Mans et 90% on était à l'extérieur. Et lui, René, il avait qu'une vision de ce qui se passait sur Le Mans. La version mancelle, locale. Voilà, c'est ça. d'accord. Et en fin de compte, il manquait 90% de notre histoire. Donc, Et c'était justement voilà. cette histoire qu'on avait envie de raconter, en fait, celle que les gens connaissent pas vraiment. Beaucoup plus intéressante du coup que d'un point de vue uniquement manceau, quoi, et avec un regard beaucoup plus large, quoi. Oui, Schéma. parce qu'il y avait aussi, il s'était arrêté sur des parties très anecdotiques, voire même une partie trash
de la vie de Nuclear Device. Carrément plus trash que ce qu'on lit dans le bouquin. Non, mais On va en parler plus tard. Il y a quelques perles. Là, vous me faites peur, les gars. Là. du coup, ça retraçait pas vraiment l'histoire, ce qu'on a vécu. Quoi. Plus anecdotique, donc, du fait. Ouais, Il est possible d'y avoir un volume 2, donc, avec les parties trash. Avec une deuxième soirée. Alors, Là, du coup, vous êtes parti, excuse-moi. Non, je Vous dis êtes- c'est la version officielle, là, en fait. Tu vois. D'accord, ouais, c'est la version live des Nuclear Device. Je crois pas qu'on soit trop censuré, on a été assez Non, sincères. ouais, je trouve aussi. Et hein. après, si il y a des trucs clair. qu'on n'a pas mis dans le bouquin, c'était à l'unanimité. On disait que ça n'avait pas un grand bien intérêt, sûr. même si pour nous ça a été des histoires marrantes. Voilà. Moi, j'ai trouvé que vous étiez foutu vraiment, et c'est peut-être l'avantage de l'avoir écrit 25 ans plus tard, que vous étiez foutu à poil, quoi, dans ce bouquin. On lit des trucs, je sais pas si vous aviez écrit 2 ans après la fin des nucléaires, vous auriez écrit autant de choses. Ouais, c'est une évidence. Ouais, peut-être pas. C'est une Notamment, évidence. ouais, On a c'est pris vrai, du ouais. recul, et puis voilà, il y a voilà, il y a Et puis forcément on a fait le tri, voilà, ouais. le temps fait le tri justement entre les choses. Quoi. Du coup, moi, je voulais revenir justement. Vous avez trouvé un accoucheur, justement, un bon accoucheur, Ah la ouais. personne de Chéri Bibi, qui était un peu connu de la scène rock alternative, qui continue encore un peu aujourd'hui avec son fameux fanzine Chéri Bibi de culture populaire. Et donc, c'est comment la rencontre vous l'avez cherché, il vous a cherché, vous vous êtes trouvé, c'est quoi le On truc s'est trouvé, en fin de compte, il s'avère que Daniel a été le colocataire de Patrick à l'époque. Oui. Patrick a vécu au Québec, il a vécu une petite dizaine d'années. On va lui demander de raconter Patrick, l'histoire. oui, voilà ce que j'allais dire. Patrick, Ah oui. tu nous entends? En fait, la rencontre avec Daniel, elle s'est faite. Moi, j'ai connu le père de Daniel, qui est une graphiste Gérard Paris Clavel, donc qui était un des fondateurs de Grappus dans les années 80, donc les affiches du Parti communiste, la CGT, enfin bref. Et j'étais à l'université à Montréal, et son père était venu donner une conférence. Et on avait bien accroché. Et c'est à travers son père en fait que j'ai connu Daniel, qui s'est pointé un an plus tard à Montréal pour aussi faire des études. Et du coup on a cohabité ensemble pendant je sais pas, peut-être 6 mois. Voilà, donc on se connaissait depuis ce temps-là. Enfin, il m'envoyait ses fanzines Chéri Bibi les premières années, donc on parle de ça il y a 20 ans, c'est avant qu'il soit tiré en offset. Et on est resté en contact tout ce temps à Montréal et puis après à Paris. Et quand on n'arrivait pas à avancer avec le livre, enfin on n'arrivait pas à avancer, on n'était pas satisfait, disons, des textes, des différentes tentatives de textes. Je proposais à Daniel de tenter le coup, enfin d'avoir son idée sur le projet. Et en fait, Daniel voulait pas raconter le livre comme aurait pu le raconter quelqu'un qui avait vécu le groupe durant son activité. Et donc, il a proposé de faire en fait l'approche qu'il a dans Chéri Bibi depuis le début, qui est faire ce qu'il appelle les discutailles, quoi. Enfin, c'est faire des entrevues un peu longues et retranscrire pratiquement l'intégralité de la discussion et recoller ensuite les propos, quoi. Ça représente combien d'heures d'enregistrement? 16 heures. 16 heures d'interview fait Daniel. Ouais. Alors, c'est pas 16 heures d'interview des membres du groupe, hein, c'est 16 heures d'interview des membres du groupe et des gens qui ont croisé le parcours du groupe. Ça peut être Kid Bravo, qui était notre producteur à l'époque, Dom, qui faisait partie du service d'ordre. Jusqu'à votre maman, quoi, en plus. Ouais, ça c'est plus anecdotique, mais enfin. Ah non, moi j'ai bien aimé. C'est pas justement pour les locaux. On ne naît pas de rien. Non, mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, ils parlent de leur mère, voilà. Mais enfin, en tout cas, je pense que pour Patrick et moi, enfin même pour Chris, hein, je veux dire, nos parents, c'est effectivement des gens qui ont construit les jeunes ados, enfin les ados qu'on était à l'époque. Donc on leur doit beaucoup, quoi. Ça rend plus humain en plus l'histoire, parce que ça fait pas qu'une interview, c'est aussi une histoire. Ouais, les rockers ont des parents finalement, on s'aperçoit. Ouais, non, mais je pense que notamment dans le fait que nous, à partir du moment où on a eu envie de faire quelque chose, ça nous a semblé naturel le fait d'avoir été baigné dans un merde, je sais pas comment on dit, enfin, d'être en tout cas fils de militant. Un militantisme, ouais. Voilà, ça nous semblait nous naturel. À partir du moment où on avait envie de faire quelque chose, si on avait envie d'écrire un journal, on utilisait la Renéo de nos parents pour tirer des petits tracts. On avait fait un journal. C'était le boulot de Patrick apparemment, ça en plus, non, de tirer sur la Renéo. C'était un tour de rôle parce que comme c'est des trucs.
Comme c'était des trucs à l'alcool, au bout d'un moment. Ah là là, ça ça me devait tournait la tête. chuter, ouais. Et alors, Chéri Bibi, dans le bouquin, une dernière question, et puis après, on fait une petite pause musicale. Chéri Bibi, dans le bouquin, il a écrit tous les chapeaux aussi, hein, qu'on retrouve avant les périodes, puisque le livre est découpé en périodes par année. Il a choisi aussi également l'historique, enfin les rappels historiques de l'actualité. Non, ça c'est un travail collectif qu'on a Ouais. fait entre nous, c'est-à-dire que voilà, par année, on a choisi des événements qui nous avaient marqués. Et voilà, donc on a balancé plein d'événements qui étaient marquants à l'époque, et puis on a fait une sélection. On a choisi de faire ça. Ça permettait aussi aux gens qui ont connu l'époque ou qui l'ont pas connu, de replacer les choses dans leur contexte. Eh ben exactement, et c'est bien foutu, et c'est pour ça que c'est aussi agréable à lire. Un dernier truc juste sur la forme, en fait, pour expliquer à l'auditeur, et un dernier truc vraiment, après on passe à une pause musicale vraiment, c'est qu'en fait, il y a pas de... Il y a des intros, il y a des chapeaux au début des chapitres, puis après c'est vraiment que des prises de parole compilées en fonction des époques, etc. Sans question. Sans question, donc c'est une parole assez libre en fait, et voilà, C'est vraiment... tout le travail qu'a fait Daniel, en fin de compte. C'est assez passionnant. C'est quand même la force de son boulot, Ouais. c'est qu'il a compilé sans effectivement avoir Sans question-réponse, dénaturer. et surtout sans dénaturer nos propos, parce qu'on se retrouve, et ça c'est rigolo, parce que les gens qui ont lu le bouquin et qui nous connaissent, ils disent qu'ils pourraient masquer les noms sur les prises de parole en disant mais là c'est Chris qui parle, là c'est Patrick, là c'est Pascal. Pascal, on reconnaît bien. Hein. À la fin du livre, on sait qui parle sans lire le prénom. On revient un petit peu donc au bouquin. On parlait tout à l'heure de Daniel Paris Clavel. Dit Chéri Chéri Bibi, voilà. On parlait de son écriture. On peut parler maintenant aussi de la mise en page, du graphisme. Et ça, c'est ta partie, Patrick? Ouais. Exact. Et tu veux que je dise quoi sur la mise en page? Eh ben, tu me dis, t'as travaillé avec quel logiciel? Non, ça, on s'en fout. Non, justement, le graphisme, ça t'est venu justement pendant les ND, justement. Alors, ouais, en fait, il se trouve que depuis ND, mon métier, c'est graphiste. Donc, je suis devenu graphiste par la musique, grâce ou par la musique, par besoin, en fait, par nécessité. Dans le groupe, on se partageait les rôles. Et Chris et moi, on se collait plutôt à ce qu'était la propagande ou les images. Et puis, quand on a arrêté le groupe, c'est resté mon travail. Et sur le livre, l'idée c'était c'était prendre le temps. Ça a été long parce que fallu Pour compiler. Fallu compiler les choses, numériser ce qui était forcément pas numérisé, parce que par exemple toutes les photos qu'il y a dans le livre sont forcément en argentique. Ouais. Donc il a fallu les numériser. La médiathèque, le par parti exemple. pris, comment? La médiathèque, par exemple. Ouais, par exemple. Le parti pris, c'était de pas retoucher les photos, c'est de les laisser dans le jus. Parfois, elles étaient abîmées. Avec les pétouilles dessus, tout ça, derrière. Avec des pétouilles, ouais. Et puis bon, tout comme si tu veux, à l'époque du groupe, l'image, la partie visuelle était, on y attachait aussi beaucoup d'importance, que ce soit les décors sur scène, nous, notre façon de s'habiller, le look, etc. Bon, en regardant le livre après coup, c'est vrai qu'on était pas mal poseurs quand même. Oh, le boys band. À peine. Le boys band. Ouais. Les beaux gosses quand même, les beaux gosses. Ouais. On peut le dire. Et tu veux, le livre, l'idée c'était aussi d'être raccord avec ça, quoi, et puis pas de rajouter et pas d'en rajouter. Je pense qu'avec juste le matériel qu'on a et encore on a fait, il en reste pas mal. Et justement, avec ce qu'on avait, il y avait moyen d'être juste par rapport à ça, quoi. Justement, vous aviez tout, les flyers, les affiches, vous aviez tout gardé ou vous aviez... Alors, on n'avait pas tout gardé et on n'avait pas tout gardé, non seulement les flyers, mais même les disques, on était incapables. Il n'y en avait pas un de nous qui avait la collection complète de tous les disques. C'est pas tellement vrai. on était détachés, je pense, des fois par rapport à ça. Et on avait créé un site, donc il y a peut-être 2-3 ans, pour un petit site qui proposait aux gens qui avaient du matériel de nous envoyer. Bon, ça a pas marché super fort, mais on a quand même pu récupérer des choses. Puis on avait quand même nous-mêmes entre les membres du groupe, puis on va dire le premier cercle, les amis proches, on avait quand même pas mal de choses. On a eu de la chance pendant le
le tout début du groupe, mais Chris pourra en parler plus, son père, qui était photographe amateur, venait régulièrement on peut parler photos, prendre des photos. Et après, il y a eu Pascal Drouard aussi qui s'est mis à nous photographier. Donc déjà de ce côté-là, on avait pas mal de choses. Ouais, moi j'avais conservé tous les négatifs de l'époque. Et d'ailleurs, on voit justement certaines... sur les doubles pages, que c'est du négatif de l'époque et qui s'est un peu oxydé à certains endroits. Exact. Alors c'est ton papa, Chris, qui venait prendre des photos, c'est ça? Ouais. Au début du groupe, il était assez présent. D'abord, au début, pour des histoires de logistique, c'est qu'on n'avait même pas le permis. Donc de surveillance peut-être aussi, non? Comment? Oui, bien sûr. Lui, il était un petit peu... normal. Quand on a rencontré des groupes comme les Berus, tout ça l'intriguait un petit peu, quoi. Ça peut faire peur, on peut comprendre. Mais surtout bienveillant, je pense. Il y avait une espèce de bienveillance paternelle. Et donc voilà, et petit à petit, le relais s'est fait avec Pascal Drouard, qui avait aussi appris la photo à Lone, donc en partie avec mon père aussi. Et voilà, et dès qu'on a commencé à tourner un peu plus loin que Le Mans, voilà, ça s'est fait naturellement avec Pascal Drouard. Ton papa, c'était le CE Renault, c'est ça? Le labo photo, non, je confonds. Alors, il était sur plusieurs trucs, parce que lui, il était au PTT à l'époque. Ah, ok, bon, je confonds alors. Ok. Mais il était très actif sur Alonne, sur le centre socioculturel. Et le livre lui est dédié? Ouais, le livre lui est dédié, parce que lui, il n'aura pas eu le plaisir de l'avoir entre les mains, puisqu'il est décédé il y a 2 ans et demi maintenant. Mais voilà, il savait qu'on avait ce projet en tête et qu'un jour, on sortirait un bouquin avec ses photos. D'accord, très bien. Et justement, un peu pour revenir sur les débuts du groupe, sur la formation, je sais que vous étiez dans un contexte local à Logne, une mairie communiste, des parents plutôt militants, plutôt à gauche. Et finalement, votre révolte, parce que c'était une révolte malgré tout, c'est pas faite en opposition aux parents, comme ça pourrait être une crise adolescente, mais plus dans une forme de filiation, et puis par rapport à l'actualité, par rapport à tout ça. C'était quoi le point de départ? Il y avait quand même une contradiction, parce que nous, on était... faut se souvenir que 80, c'est l'invasion de l'Afghanistan par les Russes, et du coup il y a une espèce de grande interrogation, notamment chez les communistes, savoir si on doit accepter ça au nom des idéaux. Et donc nous on était quand même assez critiques par rapport au PCF à l'époque, par rapport à la politique russe et tout ça. Donc il y avait quand même une contradiction. On avait cet héritage de la gauche, mais en même temps on n'était pas des jeunes qui cherchaient à faire adhérer les autres au PC, par exemple. Tu vois, on n'était pas du tout dans cette optique-là. Voire on les vannait méchamment quand on les rencontrait. On les trouvait un peu orthodoxes. Je me souviens de Gilles Leproust à la fête du PCF qu'on bâchait régulièrement, qui essayait de nous refourguer ses cartes du PC. Gilles, le maire actuel d'Alonne. Voilà, et donc, toujours sur Radio Alpa avec Guillaume Liberge, donc le 107.3. C'est ça. On va marquer une pause musicale. Ça, c'est pas sympa, ça. Ça, c'est un coup bas. Il y a Nuclear Device, qui vient de sortir un livre, donc 45 révolutions par minute. Donc un livre qui ne rentre plus du tout dans le CD, puisqu'à la base c'était un livret qui devait rentrer le CD. Donc le CD est à l'intérieur et il y a une affiche dans tous les bouquins, c'est ça? Alors non, les affiches sont pas dans tous les bouquins. Les affiches sont dans les bouquins pour les gens qui ont souscrit. Ah, c'est le petit cadeau qu'on a eu, ça donc. Ouais, voilà, c'est ça. Il fallait pour un petit peu remercier les gens qui avaient souscrit. Ils avaient un petit truc en plus par rapport aux gens qui vont acheter le bouquin en librairie. Mais bon, je suis sûr que si les gens nous écrivent, on leur enverra quelques affiches. Purée, comme ils ont la main sur le cœur. En tout cas, vous l'avez la main sur le cœur, et ça, c'est un acte politique aussi, parce que c'est un gros bouquin, bien complet, bien épais, avec un disque, et ça vaut 25 balles. 25 €, ouais. C'était une volonté, comme à l'époque, quand on faisait les concerts, on essayait de faire en sorte... Enfin, c'est pas on essayait, on se battait pour qu'effectivement les entrées de concert soient abordables et le moins cher possible. Donc, on a souhaité continuer et de faire en sorte que ce bouquin soit... accessible, et effectivement 25 €, un bouquin de 174 pages. Avec un CD. Ça va. Ouais. C'est cohérent, quoi. Ouais, c'est cohérent avec les idées. Vous les avez évidemment toujours mis en pratique durant vos périples entre 82 et 89, quoi.
comment ça se passait justement sur la route, les concerts. Racontez-nous un peu, sans dévoiler évidemment l'intérieur du bouquin, parce qu'il y en a déjà pas mal dedans. On peut peut-être avoir le droit à une petite anecdote un peu croustillante. Quand Allez, même. une qui n'est pas dedans. Une inédite, ouais, ça va être dur. Ah ouais, une qui a été censurée. C'est une qui vous a fait plaisir à vous. Moi, il y en a tellement que en sortir une, c'est un peu compliqué, mais il y a effectivement plein d'anecdotes. Vos plus belles rencontres avec la scène 82-89, c'est quoi? Bah, c'est la rencontre avec tous les gens de l'écurie, ce qu'on appelait à l'époque l'écurie Bondage, c'est-à-dire les rencontres avec les groupes avec lesquels on a partagé plein de moments fabuleux, que ce soit les Beru, les Ludwig, les Washington, les Dirty District après, puis d'autres groupes qui n'étaient pas forcément dans l'écurie Bondage. Voilà, c'est effectivement la raison pour laquelle on voulait absolument que les 80% qui concernaient pas Le Mans soient dans le bouquin, parce que ce qui a fait que cette période a été aussi intense pour nous, c'est qu'on a rencontré des gens, on a été dans des villes dans lesquelles on n'aurait jamais été si on n'avait pas fait de la musique. Le dernier concert de Rome, c'est pour la plupart des membres du groupe, c'était la première fois qu'on prenait l'avion. Maintenant, prendre l'avion, on prend l'avion comme on prend le métro. À l'époque, s'envoler vers Rome, on délirait, on hallucinait, quoi. Un de vos plus beaux concerts, Rome, d'après ce qu'on comprend dans le bouquin, un des meilleurs souvenirs en tout cas. Ouais, un bon souvenir, mais je pense que parce que dans la tête de quasiment tout le groupe, on savait que c'était, sinon le dernier, un des derniers. Moi, perso, le concert qui m'a le plus impressionné, c'est le concert à l'Élysée-Montmartre avec Parabellum et les Dirty, si j'ai bonne mémoire. Parce qu'à l'époque, je suis toujours un admirateur de Lino Ventura. Il faut savoir que l'Élysée-Montmartre, c'est la salle où il a débuté sa carrière comme catcheur. Et que c'était une salle qui était impressionnante, puisque c'était, à l'époque, c'était une salle dans laquelle il y avait des matchs de catch. Donc c'était un ring. Et la scène, le public t'entourait quasiment. Donc tu avais presque du public derrière. Et ça, c'était... c'est vraiment un concert qui, moi, perso, m'a marqué, quoi. Et Patrick, toi qui es là-bas, tu nous entends? Ouais. Une anecdote aussi? C'est difficile l'exercice de l'anecdote, parce qu'en fait, l'histoire du groupe, c'est qu'une suite d'anecdotes. Alors, en sortir une, je sais pas. Écoute, non, je suis vraiment nul pour ça. Bon, d'accord. Alors, peut-être les corps tatoués à Genève ou à la Chaux-de-Fonds, où la soirée s'est terminée pour moi dans un champ, seul, à me faire courser par des vaches, planqué dans un arbre, je sais pas, c'est marrant. C'est vrai que Patrick parle du concert avec Cortatou à Genève. Il faut savoir que c'était un concert qui était dans un squat et que le lieu du concert n'était pas annoncé de telle façon à ce que les flics puissent pas intervenir pour interdire le concert avant qu'il ait lieu. Donc il y avait un point de rassemblement qui avait été communiqué aux gens et les gens se rendaient sur ce lieu, et c'est à ce moment-là qu'on leur communiquait, les organisateurs leur communiquaient le lieu, et une fois que les gens avaient investi la salle, les flics pouvaient plus intervenir puisque tout le monde était un peu comme les rêves. Ouais, le même principe que les rêves parties. Ouais, voilà, c'est ça. Sauf qu'on faisait pas de rêve à l'époque. Et on faisait ça sur Facebook, sur un réseau social. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui. Ouais, c'était des flyers tirés à la photocopieuse par les organisateurs, quoi. Alors, il y a un truc qui revient dans le bouquin un peu de temps en temps. Il y a une espèce de de complexe d'infériorité, mais à dire que quand vous arriviez à Paris, par exemple, notamment, ou ailleurs, vous passiez pour des cutéreux, vous le dites dans le Non, c'est pas qu'on passait pour des cutéreux, c'est qu'on était des cutéreux. Vous vous sentiez des cutéreux? Non, mais c'est pas un complexe d'infériorité. Au contraire, on l'assumait. Et effectivement, en parlant d'anecdotes, il y a une anecdote, un des premiers concerts qu'on a fait sur Paris, c'était à Juvisy, et un des organisateurs du concert dit après le concert, on va manger chez Wham, et moi je dis, qui c'est Wham? Voilà, mais on assumait, tout le monde a rigolé, et voilà, mais c'est pas. Donc vous étiez un petit peu entre Le Mans, où vous étiez vu un petit peu comme des beaux gosses branleurs. Il y a ça qui ressort dans le bouquin aussi, la vision que les gens ont de vous sur Le Mans. C'est voilà. En plus, du coup, vous n'êtes pas complaisant dans le bouquin. C'est vraiment là, vous dites ce que vous avez ressenti, les beaux gosses. Il y a des témoignages là-dessus aussi. Et à Paris, du coup, cutéreux, ça devait être un petit peu dur entre les. Non, je suis pas d'accord avec le terme de cutéreux. On était effectivement des gens de province, et puis il y a toujours sur Paris ce côté parisianiste, en avant, machin, tout ça. Mais nous, ça nous posait aucun problème, et non, on assumait parfaitement, et je pense qu'ils ont été surpris effectivement par le comportement des provinciaux. On était
le groupe punk du label Déglingos, Bondage, ouais, en tout cas Oui. dans l'aspect Comportemental. comportemental, on était largement les Vous savez, premiers. ça transpire pas mal dans le bouquin, vous étiez des gros déglingos, quoi. Quand même. C'est net. Bah, il On faut avait lire le dit- bouquin. on Mais, avait 18 du coup, ans. moi j'avais aussi, enfin, pas une question, mais dans le bouquin, ça m'a marqué surtout sur la fin. Je l'ai fini ce soir. Et il y a un côté, bon, la musique évidemment, la révolte, l'actualité, la réactivité aussi à l'actualité. Tous les drames, UVA, etc. Et il y a vraiment une histoire aussi, bon, c'est une vie de groupe, c'est normal, il y a une histoire sentimentale, enfin, quand vous sentez que ça se délite un peu, chacun veut aller vers d'autres choses, il y a un côté vraiment, voilà, que j'ai perçu là, Ouais, bah, c'est une vie de groupe et c'est un groupe de vie aussi, quoi. C'était, Bah, c'est c'est ça. c'est bien si tu l'as perçu. Je pense que c'était aussi l'interview, ça permet justement à chacun d'exprimer comment il a vécu, notamment la fin du groupe, la fin du mouvement alternatif, quoi, où ça a été Oui, c'est un forcément parallèle, un en petit plus. peu compliqué pour tout le monde, quoi. Mais c'est ça que moi j'aime bien dans la formule qu'on a choisie d'interview, c'est que du coup ça laisse quand même beaucoup de place à l'émotion, au ressenti et Mais avant tout, c'est une aventure humaine. Hein. Il faut savoir que, enfin, je veux dire, les gens qui font de la musique le savent. Je veux dire, c'est 5 personnes qui sont en permanence ensemble, c'est-à-dire qu'ils composent ensemble, ils répètent ensemble, ils font les concerts ensemble, ils dorment à l'hôtel ensemble. Ils font dormir leurs copines à côté sur des matelas. C'est quoi cette histoire, les gars là, hein Bah nous, on joue le lendemain. Ah ouais, vous êtes des sportifs. Il faut quoi. conserver l'influx nerveux. En fait, vous êtes des sportifs, en fait. Non, mais c'est vrai que c'est une grande famille. Donc, en plus, le groupe, c'est une famille. Et l'écurie Bondage, c'était une famille par extension. Et donc, voilà. C'était le patriarche là-dedans. Il n'y en avait pas, c'était du collectif, quoi. Ouais, c'était vraiment collectif. Ouais, c'est révélateur. Hein. Tous les morceaux du groupe sont signés Nuclear Device. À aucun moment on dit la musique est faite par un tel ou les paroles par un tel. C'était vraiment un collectif, quoi. Pas de SACEM non plus. Pas de SACEM, ça c'était une volonté, pareil, à l'époque de prouver qu'on était capable de faire les choses en dehors du système traditionnel. Et donc, il n'y avait aucune raison de filer du fric à la SACEM dans la mesure où on savait qu'on n'en retirait de toute façon aucun bénéfice. Donc, autant pas leur filer d'argent pour que ce soit Johnny Hallyday qui se... Oui, déjà à l'époque, qui se c'était les déjà mette lui. dans les Donc, poches. Ouais, Et, voilà. ouais, avoir des déclarations. Alors, je sais plus quel est le format de Marsu. Il explique à un moment. PAIO ou, Ouais, j'allais dire Ouais. PAIO, mais c'est pas ça. Ça, c'est PAI. c'est l'ancêtre de la mission. Ouais, PAI. non. Propriétaire Actuellement inconnu. actuellement inconnu. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, tout était Donc déposé comme ça. c'était quoi. effectivement la ruse pour ne pas avoir de droit SACEM à payer. Et à chaque fois qu'un mec qui ramasse le fric de la SACEM se pointait à la porte d'un concert, il se faisait gentiment envoyer chier. Et voilà, alors que c'est vrai qu'effectivement maintenant, le moindre mec qui écrit un morceau, sa première priorité c'est de le déposer à la SACEM. Voilà, ça a bien changé. C'est clair. musique maintenant, peut-être. Musique, alors avec un morceau des Nucléaires, Lettre de fusillé. Un petit mot là-dessus. Moi, j'ai lu le bouquin, donc je sais d'où ça vient. Ben c'est pareil, merci à nos parents. C'est un livre effectivement qu'on a retrouvé, enfin que j'avais retrouvé dans la bibliothèque, qui était une compilation de lettres qu'écrivaient les condamnés à mort à leurs parents avant de mourir. Il faut savoir que c'était des mecs qui avaient à l'époque de 16 jusqu'à 19-29 ans. Et quand moi j'avais lu ce truc-là, ça m'avait troué le cul et vraiment secoué. Et, donc, en fin de compte, j'ai écrit le texte et j'ai compilé un ensemble de lettres. D'accord, dans c'est un texte, quoi. une compilation de plusieurs, de plusieurs lettres, qui ont été, ouais, d'accord, voilà, c'est ça. mis à bout. La scène nationale en ce moment, en tout cas en France, et puis la scène locale, quel regard vous portez sur cette scène nationale d'abord? Bah, la scène nationale, enfin, tout ce qui est rock, je la trouve pas, je sais pas, pour les autres, moi je la trouve pas terrible. Hein. Donc je vais chercher autre chose ailleurs. Mm. Après, il y a des petits groupes qui sont locaux, qui sortent des choses très intéressantes. Ici, au moins, il y a pas mal de groupes qui essayent de sortir des choses. Oui. Mais d'une manière générale, ce qui passe partout, c'est pas terrible. Hein. Non, mais alors, les groupes peut-être plus intimistes, on va dire, parce qu'après tout, quelque part, les ND, c'était un peu intimiste. Si on n'était pas dans le rock alternatif, ou si on n'était pas à la recherche de l'info, ça, on savait pas que ça existait. Il y avait quand même peut-être Chris, ouais. plus une mouvance autour de l'engagement à l'époque, et c'est ce qui faisait certainement vivre le milieu alternatif. Le paysage n'est pas du tout le même en fait. Voilà. Maintenant,
Maintenant, tu cherches de la musique, tu vas sur Internet, Ouais. tu vas sur SoundCloud et tu te retrouves avec des milliers de groupes à écouter. Et du coup, il y a une proposition qui est énorme. À l'époque, un groupe qui arrive à sortir un disque, c'était super compliqué. Mmh. Quoi. Ouais. Donc, Et il y n'était avait- pas diffusé en radio. Voilà, en plus, c'était Voilà. diffusé que sur quelques radios, Radio Libertaire. Et Ouais, quelques enfin, il faut. groupes logiciels. À l'époque, c'était quand même l'époque des radios libres, donc au niveau des. On a eu des- du soutien des- ouais, des radios à l'époque, c'est clair. Mais voilà, le nombre de groupes que tu pouvais écouter était limité. Maintenant, on a vraiment l'impression que c'est infini. En fait, tu peux Ouais. passer ta vie chaque le- jour à essayer Non, non. d'écouter le. Ouais, mais c'est marrant parce que dans le même temps, il y a eu une tentative du gouvernement pour imposer plus de quotas, plus de diversité dans les quotas français diffusés à la radio. Mhm. Les radios ont fait une sorte de grève de la diffusion de titres français, etc. Pas toutes les C'est-à-dire radios, hein. au nom, pas toutes les radios, Ouais, mais attention. c'est-à-dire que même s'il y a aujourd'hui des radios qui passent du son, etc., ça ne veut pas dire que l'uniformité ou l'uniformisation est Ouais. terminée, quoi. Si tu veux, il y a- Et puis il y a il ce y a truc-là, quoi. il y a la limite des quotas, c'est-à-dire que du coup, ça a aussi généré toute une joie par rapport au rap français. Mm. De très très mauvais groupes. Quoi. Oui. Et Bon, du coup, comme il y oui. avait les quotas de français, il fallait passer tant de pourcents de français. Quitte à passer de une la merde, période, quoi. n'importe qui faisait du rap avait la possibilité de passer en radio. Parce que là, je te parle vraiment au tout début du mouvement, mais il y a eu vraiment ce phénomène-là. Quoi. Donc voilà, les quotas. Nous, à l'époque, on chantait en français, mais aussi en espagnol. Donc, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, Patrick, complètement, ouais. peut-être dans le cadre de tes activités, tu as peut-être aussi ton mot. Allô, Patrick? Oui, je t'entends. Dis-moi, Bah, par rapport à la scène rock. Ouais, la scène actuelle, rock, ouais, en France. Ouais, écoute, Toulousaine. ouais, tu veux quoi, des noms? Non, mais est-ce que ton Non, regard... C'est des noms, ton des regard- noms, Ouais, des faut- noms, balance, des vas-y, noms. balance, allez, vas-y. L'aime Non, dopé. non, moi je trouve que la scène elle est vachement vivante. Je suis pas plutôt satisfait de ça, et surtout elle est hyper mixée, quoi. Elle est, Ouais. enfin, je veux dire, dans les genres musicaux, il y a toujours des genres qui sont bien identifiés, qui ont toujours été là. Je sais pas, tiens, une parenthèse, j'ai en train de bosser en ce moment avec des groupes avec de la scène garage de Perpignan. C'est impressionnant de voir comment des groupes de gens qui ont une vingtaine d'années font du garage, et depuis plusieurs générations dans le sud de la France. Ça, c'est toujours assez drôle de voir ça, des niches comme ça. Le ska, c'est pareil, il y a des groupes qui... Il y a un gars du Mans, tiens, d'ailleurs, Pierre Argéli, ça vous dit quelque chose, non? Ici, qui fait du ska, lui, du ska et du dub, qui habite Pas de même Pierre qu'on au connaît. Luxembourg, hein, c'est ça? Rue du Luxembourg, tu dis? Non, vous, le pays là où il y a tous les Les escrocs fiscaux, ouais. comment les... Ah, au Luxembourg. Ah, Ouais, au Luxembourg. Les paradis fiscaux. Bon, voilà, il y a des genres comme ça qui perdurent, c'est assez intéressant. Mais ce que je voulais dire surtout, non, c'est qu'il y a des mix qui sont faits entre des genres musicaux assez improbables. Je sais pas, qu'on entend tous, que ce soit... je sais pas, tiens, par rapport à la soirée au bar où je passais chez Anisman, quand il mixe Ouais. des espèces de des sons qui viennent du fin fond de l'Asie avec du gros dubstep, ou il y a eu le cas dans la musique balkanique, ou Gotan Project qui s'attaque à la cumbia, enfin dans les rythmes latinos, etc. Aujourd'hui, il y a des mix, des ponts qui sont faits entre des genres musicaux qui sont assez improbables. C'est la qui sont sono vachement mondiale, quoi. intéressants. Comment? C'est la sono mondiale encore plus que... C'est la sono mondiale encore plus qu'à l'époque. Et nous, comme en tant que groupe Nuclear Device, on était pas mal sur ce canal-là de la sono mondiale. On aimait bien Quand même. mélanger les sonorités latines, et le punk rock, le reggae, etc. Moi, après le groupe, quand on passait de la musique dans nos big fiestas, c'était le sous-titre, c'était ça, c'était la sono mondiale aussi. Il y avait cette idée. Donc moi, je suis heureux de vivre à l'époque à laquelle on vit, parce que j'entends plein de choses, voilà, qui vont un peu dans tous les sens, et c'est super, non? On peut s'en féliciter, c'est chouette. Ouais. Ouais, On donc ce est n'est pas assez mort. nous, à Panopticon, on est assez d'accord. Ouais.
Le local, on doit parler du local, Rapidement. forcément. On peut, il y a prescription, je pense que si l'énergie écoute, il y a prescription, ça fait plus de 30 ans. Bah, le local, c'était un peu la prolongation logique du groupe, c'est-à-dire que la fin du groupe, même si effectivement on n'avait plus cette envie de continuer à faire de la musique ensemble, on avait toujours envie de faire des choses ensemble, et donc ça nous a semblé assez logique d'utiliser le local dans lequel on répétait. Il faut expliquer ce que c'est le local, parce que là, Ouais. nous on sait, mais oui. ceux qui n'ont pas lu le bouquin... Bah, le ceux local, qui en connaissent fait, pas. c'était le local dans lequel on répétait, qui était une ferme qui se trouvait derrière le Leclerc actuel. Ouais, Fontenelle, je sais Et pas quoi. en fin de compte, je crois que la dernière année, c'était un notaire qui nous louait Ah oui, c'est bon, ça. ce local-là. Et c'est un notaire qui nous demandait de le payer en liquide. Et on était allé avec Patrick en l'enregistrant. On lui disait, maintenant on a monté une association, ça serait bien qu'on vous paye par chèque. Et le notaire nous disait, surtout vous me filez du liquide. Tout ça, donc on s'est dit, du coup, on va arrêter de le payer. Et donc on a gardé le local. On a fait quelques menus travaux, mais ça pareil collectivement avec les gens du groupe, mais aussi le groupe élargi, plein de potes qui traînaient autour du groupe. Et on a dit, on va faire un local dans lequel on va faire régulièrement des fêtes. Et c'est effectivement des fêtes qui ont marqué une génération de gens, parce que moi je connais plein de gens qui sont un peu plus jeunes que nous, même s'ils ont que 5 ans voilà, 10 ans. ou 10 ans de moins que Allez. nous. Et Voilà, et qui ont connu les fêtes du local, qui étaient des fêtes, des grosses fêtes, et qui se sont toujours passées super bien. C'est-à-dire que les flics venaient, regardaient si les voitures étaient bien garées et s'il n'y avait pas de plus de bordel que ça, et ils chopait de la boulette. Ils repartaient aussitôt sans jamais avoir fait aucun contrôle, alors qu'on vendait de la bière qu'on n'avait absolument pas le droit. Et voilà. C'était déjà le passage de flambeau aux plus jeunes, aux petits frères, quoi, presque. Ouais, tout à fait. Et après le relais avec l'association Wakonda qui organisait des des festivals. concerts sur Le Mans Ouais. pendant quelques années. Quoi. Wakonda, on est obligé de citer Loïc. Ouais, Loïc était le 6e ND, en fin de compte, c'était un peu l'homme de l'ombre, enfin Loïc pas l'homme est de l'ombre puisqu'il est sur les affiches, mais c'était vraiment le 6e ND qui nous a suivis, qui est venu par hasard la première fois parce qu'on avait un concert, je crois que c'était à Dunkerque. Et qu'il Et à avait une l'époque, bagnole. voilà, c'est ça, il avait une voiture, il nous a accompagnés Ah, et il nous a accompagnés jusqu'au dernier concert, quoi. Faut dire que ses frangines aussi sortaient avec des vieux punks, non? Ouais. Jérôme, tu ne vas pas ressortir les On vieux avait une dossiers dédicace. parce que je On crois avait que bien le les temps jolies passe. filles, nous. Et alors, on n'en entend pas parler beaucoup dans le bouquin, mais à l'époque, est-ce que dans les concerts, il y avait aussi un truc qui était un peu différent? Ouais, une dernière question, qu'on voit plus beaucoup aujourd'hui dans les plus grands concerts, mais c'est peut-être un peu normal, c'est les tables de presse. Vous vous souvenez de ça un petit peu? Vous avez des souvenirs? Ouais, ça c'était effectivement c'était inhérent au concert. À chaque concert, il y avait une table de presse, il y avait des gens qui venaient parce que à l'époque il y avait les fanzines, il y avait tout, il y avait les radios. Il y avait pas que les groupes de musique qui faisaient partie du mouvement. Il y avait tout le réseau, c'est-à-dire les organisateurs, les maisons de disques, les distributeurs, les gens qui faisaient des fanzines. C'était à tous les niveaux, il y avait des gens qui essayaient de faire des trucs en dehors des sentiers battus, quoi. Un véritable mouvement politique. Mouvement politique, en tout cas revendicatif. On a faim, réflexe, tout ça.